Je m'appelle Taou Oluwawi Ernest. Je suis de Diokwe. Mon village est Toazeo. Je suis à 7 km de la sous-préfecture de Diokwe. Et c'est mon village natal. Et je suis d'une grande famille. Et je vais essayer de relater ce qui s'est passé exactement en Côte d'Ivoire et précisément à Diokwe, ma sous-préfecture. Alors il faut dire que en 2002, c'est là ce que nous n'avons jamais vu. Et en Côte d'Ivoire, en 2002, ça s'est produit. Et les effets se sont rejaillis alors sur nous et à Diokwe. Et en 2002, la rébellion est conduite par Guillaume Soro, a commencé par Bouaké et c'est venu sur Mans, où il y avait des mouvements, on appelle MPIGO, et puis MJP. Donc là, les gens ont commencé à fuir de Danané, de Mans, jusqu'à Diokwe. Mais pour nous, il sait qu'en 2002, alors la ville de Diokwe n'a pas été prise, compte tenu de la résistance du peuple ouai. Alors, la rébellion n'a pas pris, 2002, la ville de Diokwe. Et il faut dire que dans les campagnes, et les rebelles venant de Mans pénétraient alors les villages. Et tel que moi, mon village, nous avons fui par 3 fois, compte tenu des rebelles qui venaient de Mans, passant par la Brousse et la sous-préfecture de Bagougou, et viennent faire éruption, mais ils n'arrivaient pas dans la ville de Diokwe. Mais les villages qui sont dans la commune de la ville de Diokwe étaient tous déserts, parce que les rebelles viennent, ils maltraitent alors les parents. Dans les champs, ils ne pouvaient pas avoir accès. Et ceux qui vont au champ, ils sont automatiquement abattus par cette rébellion. Et en ce temps, nous avons appris qu'à Mans, il y avait le Comzone, celui qu'on appelle l'Océnie. Il s'appelle Los, le commandant Los. Et c'est lui qui dirige, comment dirais-je, les actions de la rébellion au niveau de Mans. Donc ce sont ces éléments qui passent à travers les campements et les villages pour tuer alors nos parents. Et dans ce temps, en 2002, nous avons des grands frères. Sinon, j'ai des grands frères et qui partent dans les champs pour pouvoir avoir de la nourriture. Mais il y a eu 3 qu'ils ont abattus dans les champs. Et c'est ainsi que les habitants de Toazao, dont je suis originaire, nous avons fui, nous sommes revenus au Carrefour à Diokwe. Et personne ne pouvait quitter Carrefour pour aller, comment dirais-je, dans le village, à Toazao. Tous ceux de Toazao, de Blodi, de Zia, de Baoubli, alors tous ceux-là sont tous regroupés au Carrefour. Et même ceux de Bangolo, ils sont venus alors au Carrefour. Et c'est ainsi, 2002, il faille que les éléments, les militaires, comment je peux parler, comment on les appelle, françaises, les légionnaires étaient venus, croyant que, bon, nous aurions un peu la protection, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Des gens, les rebelles rentrent, ils tuent les gens dans les villages,
tue les gens dans le village, mais il n'y a pas d'écho. Et c'est ainsi que et l'autre, ceux dont je viens de parler, les légionnaires sont partis et il y a, comment dirais-je, la force Lycaone qui est venue. Et quand la force Lycaone est venue, ça c'est vers 2003, 2004, il y a eu des violents affrontements entre les, comment dirais-je, les forces Lycaone et puis les rebelles. Bon, pour eux, comme ce sont leurs parrains, c'était seulement de pouvoir les repousser, de ne pas prendre, comment dire, la ville de Dioukwé. Parce qu'il y avait alors la Tanri. Et ce monsieur, je pense, je ne dois pas donner un faux témoignage, mais dans les coulisses, nous avons appris que c'est le monsieur là, le monsieur Tanri, et qui a ses sociétés de bois, et qui a donné de l'argent à cette force-là, pour que alors ces entreprises-là, ces sociétés soient gardées. Et 2000, 2003, 2004, 2005, il y a eu un peu des apaisements. Mais dans les villages, c'est du pire. C'est du pire. Des gens sont tués. Et moi-même, dans mon village, les rebelles, ils prennent des corps. Ceux qu'ils ont tués, ils prennent leurs corps pour pouvoir faire des barrages. Et souvent, il y a nos petits frères, quand ils vont au champ, ils se cachent et trouvent ces hommes-là. Et quand le corps se décompose, ils l'enlèvent, ils le jettent, et puis bon, automatiquement, ils le remplacent par un autre corps. Et c'est ainsi, jusqu'en 2008, il y a de l'accalmie, mais dans les villages, toujours, ça ne va pas. En même temps, nous avons un Burkinabé du nom de Oremi, qui est à Bagougou. Lui aussi, il collaborait aussi avec les rebelles. Et c'est lui-même là qui avait ses agents, qu'on appelle aussi des forces pro-Ouattara, et qui aussi prête la main forte à ces rebelles-là pour venir et s'aimer du cafouillage. Et c'est eux qui sont maîtres alors de nos champs et des cacao. Et qui prennent nos champs, qui prennent le cacao. Mais nous, on ne pouvait pas alors avoir accès à nos villages. Et on peut se demander, mais comment vous pouvez, comment dirais-je, avoir à manger souvent en 2000, 2007, 2008. Alors, par la grâce du président Laurent Gbagbo, on recevait alors de la nourriture, du riz, et nous qui étions tous encombrés au carrefour, c'est-à-dire Dioukwé, alors on nous partageait de la nourriture pour qu'on puisse vivre. Ça, c'était grâce au président Laurent Gbagbo, en son temps, quand il était au pouvoir. Et les choses, au fur et à mesure, ça s'avance, et on arrive à 2010, au niveau des élections, le 28 mars, les choses vont s'accentuer. Là, les élections sont déjà faites, et il y a eu des tractations, et les gens ont annoncé que, comment dirais-je, c'est Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections par-ci, par-là, et lui aussi. Et en 2010, la date dont je viens de parler tout à l'heure, et sur les réseaux sociaux, et la radio et ONUCI FM, alors Alassane Dramane Ouattara dit qu'il est président et de prendre le pouvoir. Et c'est ainsi, les FRC
conduit par et l'os, le comme zone de Man, alors il va faire des infiltrations au niveau de Diokwe. Et là, il y a nos camarades qui sont aussi des Djoula, des Malinqués, ils nous disent que, ah, vraiment, la ville, ça c'est le 28 mars, la ville de Diokwe, vraiment est en danger. Alors vous pouvez vraiment chercher à quitter ici, sinon que dans peu de jours, là, la ville serait prise. Et même les femmes qui vont au marché, et leurs camarades leur disent, vraiment, c'est gâté. Donc les gens, pas de marché, les gens ont peur, se replient. Et c'est ainsi, dimanche, le samedi, dimanche, la guerre a commencé. Les rebelles sont descendus. Ils ont pris d'abord, comment dirais-je, la ville de Diokwe, parce que et quand je parle du Carrefour, c'est un peu éloigné un peu. C'est un quartier de Diokwe. Et c'est la ville d'abord qu'ils ont prise. Et qui est venu, c'est le commandant Loseni avec ses militaires qui sont venus, ces rebelles qui sont venus. Et il y a aussi Oureni, dont je parle, et le Burkinabé, Amadé. Lui, il a pris le tronçon de Bagougou. Il y a des éléments qui quittent vers Bagougou, qui viennent, et d'autres vers Man, qui descendent sur la ville de Diokwe. Ceux qui quittaient vers Man, conduits par le commandant Loseni Fofana, et ils ont déjà pris la ville de Diokwe. Donc, il restait le Carrefour. Ceux qui viennent de Bagougou et ceux qui viennent de l'axe d'Alois, ce jour-là, alors, n'ont pas pris, comment dirais-je, le quartier, le Carrefour, et ils sont repliés. Ce n'est que le lundi, ou mardi, mercredi, alors, qu'ils ont mis la main sur le quartier Carrefour, Ndiaye Bernard. Vraiment, c'est beau à dire, mais c'est très grave. C'est très grave. Mes parents sont tous au Carrefour, tous mes frères, toutes mes sœurs sont tous au Carrefour. Et ce jour-là, j'étais avec mon père parce qu'il était malade. Il m'a fait l'appel parce que moi je suis dans un village qu'on appelle Tabli Glodé, mais son ancien nom c'est la Syrie. Parce que c'est là le ministre Guidibo Paul, paix à son âme, avait sa Syrie. Donc c'est ce village-là qui a pris le nom, la Syrie. Donc moi j'étais là-bas. Donc quand le vieux, mon père était malade, il m'a fait appel. Et je suis allé pour le faire, pour l'emmener à l'hôpital. Et les routes étaient fermées, je ne pouvais pas repartir. Comment faire? Les gens sont descendus alors sur le Carrefour, le quartier. Un mardi, vers les 8 heures, nous pensons que quand ils viennent, c'est des adultes, des jeunes gens, et qu'ils prenaient pour tuer. Donc les parents qui sont vieux là, donc pour eux, bon, eux, ils ont la vie sauve. Et j'ai abandonné mon père et je suis rentré en brousse. Puisqu'il était malade. De l'autre côté, on attend guerrier, guerrier. Et avec les bruits des armes. Et comment ils font? Si tu ne cries pas guerrier, automatiquement on t'abat. Mais en foule, vous criez guerrier et dans la foule là, on tire. Et des personnes tombent. Donc, mes petits frères qui sont allés sur la route, ils sont revenus à la maison et disent, ah, grand frère, vraiment c'est chaud.
que dois-je faire? On dit que bon, les vieux là, bon, on ne leur fait rien. Donc, vraiment, on doit se sauver. Je suis rentré en brousse. Et mon vieux était resté là. Ils sont venus l'abattre. J'ai un grand frère qui... Moi, je suis un peu allé devant. J'ai un grand frère qui a eu un trou dans lequel il s'est mis pour regarder à la maison. Et puis, c'est des soldats habillés en treillis qui ont fusillé mon père. Qui ont fusillé mon père. Et de là, vers 4 heures du matin, je suis rentré à la mission catholique. Et de là, je suis reparti. Comme il y a ma famille, ma femme, mes enfants, à la Syrie dont je parlais tout à l'heure, je suis allé là-bas à 4 heures du matin. De la mission catholique, je suis allé à la Syrie à 4 heures du matin. Je suis arrivé là-bas. Le vendredi 8 avril, j'ai été pris par les rebelles, les FRC. En ce temps maintenant, bon, leur nom c'était FRC. J'ai été pris par un. Qu'est-ce qu'il me reproche? Il me reproche. Pourquoi est-ce que toi tu es guéri et puis tu vas avoir une moto? J'ai dit, mais les motos sont moins chères. Même avec des 1000 hectares de cacao, tu peux payer une voiture. Il dit non. Un guerrier ne peut même pas avoir l'argent pour payer une moto. C'est que tu as volé. Tu as tué quelqu'un. Il dit, mais tout sauf ça, toi, tu es ici avec moi, tu me connais. Moi, je suis un chrétien. Et je ne peux pas faire ça. À quoi bon de tuer quelqu'un puis prendre sa richesse? Moi, j'ai 12 hectares de cacao. Ça me suffit. Si je veux payer, commander une voiture, je vais payer une voiture. Il dit non, pas question. Allons chez mon patron. Ça, c'est le 8 avril. Allons chez mon patron. Ok, puisqu'ils sont en armes, je ne pouvais rien faire. En ces temps, les guerriers sont dispersés. Nous tous, nous sommes cachés. Dans les villages, ce sont des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, et qu'ils étaient dans les villages. Je suis rentré. Il est parti avec moi chez son patron. Et il me dit, il m'a fait rasseoir. Où tu as eu la moto? J'ai dit, je l'ai achetée. Et il a une âme et les canons sciés. C'est une âme artisanale. Et il a chargé. Il a mis une balle dedans. Il a mis sur ma tête. Il dit, la moto ou ta mort. J'ai dit, mais ça, la moto, si vous voulez avoir la moto, je peux vous donner ça. Mais tout sauf ça, je n'ai pas volé la moto, je n'ai ni tué quelqu'un. Si vous voulez la moto, je peux vous donner. Il a chargé, mesuré ma tête jusqu'à 4 fois. Et son patron est venu. Lui dit que son nom c'est Mangou. Mangou est venu. Ce n'est pas le général, hein, comment dirais-je. Lui, c'est un Burkinabé. Puisqu'ils sont FRC, ils travaillent ensemble. Lui, son nom, c'est Général Mangou. Il a dit, ok, allons à la maison, tu vas donner la moto. J'ai dit, ok, allons. Nous sommes allés. Pendant qu'on partait, et la maison aussi, bon, moi, j'ai pris ma moto, je suis allé au campement, je l'ai gardée. Et arrivé, vraiment, il a fallu la grâce de Dieu pour que je vive aujourd'hui. Sinon, ils allaient me tuer. Et sur la route, le jeune FRC qui m'a pris, et la crosse de son âme, il a mis ça sur ma tête. Il m'a tapé 2 fois. Il dit, mais tu veux la moto?
Alors je vais te donner la moto au lieu de me taper. On est arrivé à la maison, il y avait des frères et l'ancien de mon église, comme lui il est burkinabé, ces soldats qui étaient là et faire-ci là, ce sont tous des burkinabés. Je pensais que en allant vers lui, alors le monsieur, il allait me secourir. Il allait me protéger. Et quand je partais aussi, lui, il a fui. Et le monsieur, il a pris le bois de pilon. Je ne sais pas si vous connaissez, comment dirais-je, le bois de pilon. C'est des bois qu'on prend. Et puis, avec les, comment dirais-je, on taille dans le tronc d'un arbre. Et puis, bon, qui se sert, on s'en sert de ça pour épiler du foutou, manioc ou bien, bon, de la banane. Il a pris et il m'a limé ici. Et sur mon pied encore. Il voulait me terrasser pour pouvoir me taper ses pas. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai résisté un peu. Et j'ai dit, la moto, je vais vous donner. J'ai appelé l'un de mes petits frères. Ils sont allés au champ où j'ai gardé la moto. Ils sont venus. Et il me dit de payer lui son prix d'essence parce qu'il s'est déplacé pour aller au champ. Dieu merci, ce jour-là, j'avais 3000 francs avec mon petit. Il lui a donné. Il est parti avec la moto. Et ils ont un chef dans ce village qu'on appelle le commandant Ouattara. Et si vous voyez tous ces 10 doigts, ils sont remplis de bagues, et même ses orteils. Et quand il est venu, il m'a dit, toi tu es guéri, non? J'ai dit oui, je suis guéri. Il dit que ta chance c'est que, quand nous sommes venus dans ce village-là, il y a une femme guérie qui a préparé pour nous donner. Mais est-ce que ta moto là, elle a de la pièce? J'ai dit oui, mais les pièces sont perdues. Ma maison a été délabrée. Je ne sais pas où c'est resté. Il dit, mais vous là, vous êtes très mauvais. Vous les guéris là, vous êtes très mauvais. Mais quelqu'un qui est en position d'âme, de force, je ne peux pas, comment dirais-je, et parler, discuter avec lui. J'ai dit, mon frère, moi, je suis un chrétien. Et ma soeur, là, qui les ont reçus le premier jour, quand ils sont rentrés à la Syrie, il allait lui voir pour dire, dis à ton frère de quitter ce village-là avant que 19h ou bien 18h n'arrive. Elle est venue me dire, ça c'est le 8 avril. Et quand elle est venue me dire, ma femme a fait mes bagages. Et vers les 18h30, j'ai plié mes bagages et je suis parti dans un autre village qu'on appelle Béléouin. Je suis resté là samedi, dimanche. Et lundi, à 4h du matin, j'ai rebroussé le même chemin pour aller en ville, à la mission catholique. Je suis arrivé à 10h. À 10h, et c'est là, vers 11h et quelques, 10h, 11h, on a attendu qu'ils ont pris le président Laurent Gbagbo à Abidjan. Et sous mes yeux, des Burkinabés, des Malinqués, les Guinéens, les Maliens, avec leur cortège FRC. Ils ont habillé un chien du tricot du président Laurent Gbagbo. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent? Laurent Gbagbo, Dieu, a supporté Dieu. C'est-à-dire, lui, les chiens, lui, ses supporters. Nous qui le suivons là, nous sommes des chiens. Et puis, il défilait devant la mission catholique. Là, en ce temps, nous sommes tous regroupés à la mission catholique. Et c'est à la mission, ça tire en haut.
Ils ont fait ceci. Nous sommes restés à la mission catholique pendant 3 mois. Et quand il pleut, nous étions sous les bâches. Et quand il pleut, on ne pouvait pas dormir. En ce temps, il y avait de grandes pluies. Il y avait des maladies. Et les agents, les militaires FRC pénètrent. La mission catholique vient chercher des rebelles, disant que des Libériens qui viennent alors nous aider. Or, c'était archi faux. Et après 3 mois, ils ont construit un camp qu'on appelle Naïbli. Ils ont commencé à faire des évacuations. Nous sommes allés, on nous a emmenés parce que vraiment, tellement que la mission catholique était surchargée du monde, la chaleur, et tuait des gens. Donc, on nous a emmenés sur le site Naïbli. Et Naïbli est construit sur un espace de 25 hectares. Et le village, le quartier là, est bouclé. C'est-à-dire, ils ont fait des murs, c'est-à-dire en bois, en planche. À la hauteur est 2 mètres. Il y avait seulement une seule entrée. Et il y avait les militaires et les Marocains qui étaient sur les guérites et qui entouraient le camp. Donc c'était les militaires et Marocains et qui nous, on appelle les Morbats, et qui nous surveillaient. Donc il y avait une seule entrée. Nous avons passé et quelque temps, le 20 juillet 2012, à partir de 5 heures du matin, voici alors les dozos qui ont entouré le camp. Ils ont entouré le camp. Personne ne sortait. Parce que nous, on les a vus, bon, vraiment, on avait peur. On sort, on va au milieu, dans un grand espace où le HCR, les palmes, ils viennent nous donner de la nourriture. Bon, c'est là on s'en va se mettre pour pouvoir regarder derrière, pour les voir. Et vers les 10 heures, ce n'est pas la peine. Bien que le contingent Morbat était là, vraiment c'était difficile pour décrire vraiment ce moment douloureux que nous avions traversé. À la portail, je vois le sous-préfet de Diokwe, le sous-préfet de Gueyebli, celui de Bagouo, celui de Guézon et celui le village et la sous-préfecture aussi, les Bapleux, ils étaient tous alignés là. Et puis, les Burkinabés, les Malinqués, les jeunes, comme on le dit, les jeunes djoula, des grandes personnes, des adultes, armés des machettes, des fusils, des haches, ont pénétré le camp Naïbli. Ils ont mis à terre et la clôture. On dirait que c'est des bulldozers qui marchent sur la clôture. Ils ont incendié d'abord l'hôpital. Mais dans le camp, dans le site, c'était la débandade. En ce temps, les enfants sont allés à l'école. Là, c'était vers les 8h, 9h même. Ils sont allés à l'école.
j'ai 7 enfants en ce temps. Mais je ne savais pas comment, alors mes enfants ont réussi à sortir. Et d'autres enfants, et quand ils escaladaient la clôture, puisque les dozos ont fait le tour, se sont postés derrière la clôture, lorsque un enfant escalade la clôture et qu'il descend, ils descendent dans leurs mains, ils les abattent. Automatiquement. Et c'est là, il y avait aussi et les grands du HCR, leur camion, parce que le camp n'était pas éloigné du corridor. Peut-être c'est derrière la route, c'est à 5 mètres. C'est la route qui nous sépare. Et ils sont là, ils nous regardent. Et les grands du HCR, ils sont venus garer leur voiture. Je ne sais pas ce qu'ils sont venus chercher. Pas d'intervention. Des morts battent. Et dans le camp, ils sont entrés, ils ont commencé à fusiller. Et il y a un commandement qui est pour la sécurité de l'Ouest, qu'on appelle BEOS. Ils sont venus avec des Kalash, des lance-roquettes. En ce temps, la ville de Dioukwé était commandée par M. Konda, qui était le commandant de la ville de Dioukwé. Il s'appelle Kone Daouda. Non, il a abrégé Konda et Kone Daouda. C'est lui qui était le commandant des FXI à Dioukwé. Donc, les jeunes, cherchant à fuir, ils les prennent, ils les mettent dans le coffre des taxis pour les envoyer et dans leur, comment on appelle, ou le nom, j'oublie un peu, dans leur commandement. Ils ont emballé près de, je crois, 25 personnes avant que le chef canton, paix à son âme, M. Bataille François, puisse arriver à l'hôtel Moessia. Il restait seulement 8 personnes. Et dans le site Naïbli, les tentes que nous habitions étaient incendiées. Ils avaient incendié d'autres personnes, des vieux qui ne pouvaient pas marcher. J'ai coulé des larmes pour mon oncle. Il ne pouvait pas marcher, il était malade. Et quand j'ai fuyé, il a dit, mon fils, tu me laisses, et puis les gens vont me tuer. J'ai dit, papa, mais je ne sais pas comment je vais te prendre. Mais avec ça, j'ai laissé mon oncle là, dans le camp, et je suis sorti. Les sous-préfets qui étaient alors là, personne n'avait agi. J'ai vu alors un bâton, un bois dans la main de ces sous-préfets qui étaient là. Alors, en tant que chrétien, je ne peux pas mentir sur qui que ce soit, je ne chercherai pas cela. Mais, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, je n'ai jamais vu ces choses. On peut tuer les animaux, on peut tuer les moutons, on peut tuer les bœufs, mais pas détruire un être humain de la sorte. Je suis sorti sur la route. J'étais avec 2 de mes enfants. Et les autres là, je ne savais pas où ils étaient. Je ne savais pas où ma femme était. Et des enfants qui ont même âge, mes enfants, des jeunes djoulas, m'ont vu, me dit, mais toi tu es un libérien. Tu fais quoi?
Il dit, moi, je suis un guerrier. En même temps, ces enfants, ils avaient des gourdins dans leurs mains. Il y a un qui avait une hache, il y a un qui avait un barre de fer. Mais ils n'ont pas utilisé comment dirais-je, la hache, mais on m'a giflé, donné 2 paires de gifles. Dieu merci. Puisque ils n'ont pas pris, comment dirais-je, la hache pour pouvoir me taillarder. Si c'est la même. Donc je suis sorti. Je suis sorti, c'est aux environs de 16h, 18h que j'ai retrouvé mes enfants passant par la brousse. Et nous sommes allés à la mairie de Dioukwé. Vers les 18h30, il y a en son temps le ministre délégué à la défense, M. Paul Kofi, était venu avec le général Bakayoko Soumaïla et avec le député de Dioukwé, Flani Zara, sont venus. Et qu'est-ce que le ministre Paul Kofi dit lorsque le jeune qui était le représentant de, comment dirais-je, de nous qui habitons et le village de Toazao, après avoir parlé au nom de tout et les guerriers, tout ce qu'on a traversé, monsieur le ministre chargé de la défense, délégué à la défense, monsieur Kofi dit, c'est parce que ce que vous avez fait au Djoula, c'est ça, il vous rembourse. Un ministre et qui est venu apaiser les choses. Et puisque il est avec son mentor, Alassane Dramane Ouattara, leur souhait était que nous, les guerriers, on soit tous exterminés. Et puisque Dieu n'avait pas permis ceci, alors c'est de tirer vengeance sur ces choses. Et quand il a prononcé ce mot, moi, je me suis retiré, je suis parti de là. Et je n'ai même pas écouté. Il y avait du bruit. Ceux qui étaient un peu, qui sont sortis vivants, on a crié jusqu'à, ils ont crié. Et ils sont repartis. Où devrais-je avoir de l'argent pour pouvoir alors y sortir? Nous sommes restés là, ma famille et moi. Et c'est ainsi, Dieu merci. J'ai eu un peu d'argent, nous sommes venus à Yamsokro où mon beau se trouve, là, le grand frère de ma femme. Ça c'est dans le mois d'août. Et j'ai laissé ma famille avec mon beau et puis je suis rentré au Ghana. Je suis rentré au Ghana. Et ce n'est qu'après, alors ma famille m'a rejoint. Donc vraiment, il faut dire que cette crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire, et surtout dans la sous-préfecture de Guéry et de Dioukwé, vraiment, c'était un génocide. Et quand je regarde, c'est un génocide planifié pour pouvoir détruire le peuple ouai que nous sommes. Et lorsque nous sommes arrivés ici, en réalité, quand j'étais là-bas, lorsque je vois une Kalachnikov dans la main d'un FRC, mon cœur là, ça coupe. J'ai failli mourir. J'avais peur. J'avais peur. Dieu merci, si je restais là-bas, je n'allais pas vivre jusqu'à aujourd'hui. Et je reviens à dire, j'ai un petit frère qu'on appelle Gate Thierry. Il était avec son ami.
Ça, c'est au Carrefour. Ils ont pris son ami, c'est un grand frère à lui, et puis il demande pardon au FRC de pouvoir laisser alors son grand frère. Il leur a demandé pardon 2 fois. Il y a un qui a dit, mais écoute, tu ne veux pas te sauver comme toi, tu ne veux pas te sauver. Tu veux qu'il ait la vie, on va te tuer à sa place. Ils sont inhumains. Et puis mon petit frère, à bout portant, ils l'ont tué, il est resté sur la route. Donc vraiment, c'est beau à dire, mais les faits sont très dangereux. Nous qui avons vécu là, vraiment, nous avons souffert. Et Dieu merci, nous sommes arrivés ici, que la peur est partie. Et nous sommes restés ici jusqu'à aujourd'hui. Je suis assis un jour et puis bon, je réfléchis, mais j'ai dit, mais est-ce qu'il faut repartir dans mon pays pendant que celui pour lequel on a massacré mes parents est en prison? Et des gens qui ont massacré alors nos parents n'ont pas dit, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas dit que c'est eux qui ont fait, qui sont mêlés à la crise et qui se justifient. Quel serait mon retour sur moi? J'ai analysé ceci et j'ai pris une décision pour dire, tant que le président Laurent Gbagbo, parce que jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il il est acquitté et il est en Belgique, il demeure mon président. Tant qu'il ne retournerait pas, je ne retournerai pas. Moi et ma famille, nous serons ici. Malgré la souffrance, nous tiendrons. Et mais nous avons l'espoir et que bientôt, alors le président va sortir et nous allons tous rentrer en Côte d'Ivoire.